Bienvenue à vous qui nous suivez en direct et à vous aussi qui suivrez cette émission un peu tard. Merci d'être présent avec nous. Nous sommes en direct pour l'émission d'aujourd'hui. Profitez aussi de l'occasion pour pouvoir liker nos émissions, partager nos émissions et puis abonnez-vous à votre chaîne. La chaîne vous appartient. Voilà. Donc, soyez les bienvenus à ce programme d'aujourd'hui, chers téléspectateurs, téléspectatrices aussi. Voilà, nous sommes contents d'être avec vous. En fait, dans la vie de tous les jours, il y a toujours un voisin qui sera jugé comme étant dépositaire de plusieurs ressources. Ou plutôt, le voisin par rapport à qui vous semble avoir beaucoup trop. C'est comme si, pour ainsi dire, nous ne sommes pas logés tous à la même enseigne. Eh bien oui, c'est ça la réalité. Mais heureusement, il y a les institutions publiques, il y a le droit qui organise l'accès aux biens dont on ne dispose pas, qui organise aussi les échanges à travers le commerce, à travers la coopération, pour qu'on puisse accéder à ce dont on a besoin de manière civilisée, de manière légale. Eh bien non, malheureusement, à l'est de la République démocratique du Congo, vous avez des groupes armés ou des zones entières, des endroits qui sont devenus de non-droits, des zones colonisées par les groupes armés qui imposent leurs lois. Vous avez évoqué le cobalt également dans votre introduction. Le Congo est aujourd'hui, je dirais, la première puissance du monde, la première puissance, le pays qui constitue la première grande réserve mondiale de cobalt. Et actuellement, le premier producteur de cobalt à travers le monde. Donc, il est évident que quand vous prenez tous ces minerais, que ce soit des minerais stratégiques ou des minerais de luxe, hein, comme l'or ou le diamant, etc., ce sont qui sont utilisés dans l'industrie de luxe. Le Congo est l'endroit je dirais, celui qui est identifié comme l'endroit idéal pour se procurer ces minerais. Donc, il y a donc cette dimension économique qui intéresse non seulement les entreprises multinationales, mais également les, les, les petits entrepreneurs qui veulent s'enrichir à moindre coût, donc qui constituent en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler la mafia internationale des minerais. C'est-à-dire que les gens peuvent croire que ce qui se passe au Congo, c'est uniquement quelques États ou quelques grosses entreprises. Non, il y a aussi le grand banditisme international qui est présent au Congo pour pouvoir piller ces richesses-là. Donc, la situation de l'instabilité à l'est du Congo est due non seulement à l'action des multinationales, à l'action des États, que ce soit des États puissants, mais également des États voisins, mais il y a aussi tous les trafiquants du monde entier qui viennent au Congo pour essayer de se procurer ces minerais à faible coût. Donc, ça veut dire qu'il y a un lien, effectivement, entre la disponibilité des ressources naturelles, les minerais, et les stabilités. Tout à fait. Et les stabilités, il y a cela, mais il n'y a pas que cela. Vous avez évoqué le cas du Rwanda également à l'introduction. On parle des voisins des voisins du Congo. La plupart des voisins du Congo, que ce soit l'Angola qui a été un pays qui a souffert pendant toute la période de la guerre froide, hein, du fait que les États-Unis passaient par le Zaïre sous le régime de Mobutu pour attaquer, mettre l'Angola en difficulté ou soutenir les rébellions armées en Angola. L'Angola ne s'est pas illustré dans une sorte de voracité minière au Congo depuis des années. Certes, l'Angola est un pays qui a des ressources comme le pétrole et d'autres ressources, mais l'Angola ne s'est pas manifesté
comme un pays qui veut absolument piller le Congo. On a également le Soudan, qui est un pays voisin du Congo, ne s'est pas manifesté par les mêmes appétits. Mais le Congo a quand même 9 frontières, hein, 9 frontières avec ses voisins. Il y en a deux qui se sont souvent beaucoup manifestés, c'est l'Ouganda et le Rwanda, et particulièrement le Rwanda. Accessoirement le Burundi, mais ces deux pays, l'Ouganda et le Rwanda, se sont montrés très agressifs et je dirais fomenteurs de troubles et fauteurs de troubles et je dirais d'instabilité dans cette région de l'Est du Congo où se trouve effectivement une grande partie des minerais que vous avez évoqués tout à l'heure. Voilà, donc ça veut dire qu'implicitement, si les efforts de pacification de la région se sont heurtés, voilà, j'allais dire à l'efficacité, en tout cas, ils ont été violés, ça veut dire qu'il y a un lien implicite par rapport notamment à ces motivations économiques. C'est-à-dire que les gens ont intérêt, les acteurs ont intérêt à ce qu'il y ait ce chaos qui persiste, plutôt que d'adopter la voie de la pacification, d'accepter les accords de paix, etc. Ce que vous voulez dire indirectement. Certains acteurs ont intérêt à ce que le chaos persiste, plutôt que d'embrasser le chemin de la pacification. Ben, écoutez, la paix n'arrange jamais tout le monde. Vous savez, il y a des pays qui s'enrichissent pendant des crises et ou même des trafiquants qui s'enrichissent pendant des crises ou des entreprises qui s'enrichissent pendant des crises. Bon, elles n'ont aucun intérêt, ces entreprises-là, à ce qu'il y ait la paix, parce qu'à partir du moment où il y a la paix, ça signifie que tout est régulé, tout est organisé. Alors, à partir de ce moment-là, on ne peut plus avoir accès aux minerais facilement. En tout cas, on peut y avoir accès facilement, mais sous certaines conditions. Alors que dans un contexte de chaos, c'est généralement le plus fort qui remporte la mise. Donc, il est évident qu'il y a un lien entre le chaos et le pillage des ressources des minerais. Mais il y a aussi quand même, pour ce qui est, je pense, de l'Ouganda et du Rwanda, pas simplement une ambition économique. Il y a aussi une ambition géopolitique. Je pense que ces pays ont envie de dépêcher le Congo. On parle de projet de balkanisation, mais c'est évident parce que dès 1994, la situation qu'a connue le Congo avec l'arrivée massive des réfugiés, ça a été finalement un prétexte pour le chef de la rébellion qui est devenu vice-président et ministre de la Défense à l'époque du Rwanda, de dire qu'il y avait des génocidaires à l'est du Congo, qu'il fallait que ces génocidaires menaçaient la stabilité du Rwanda. Et donc, la seule solution, ou en tout cas la solution la plus pertinente que le vice-président rwandais de l'époque avait trouvée, c'était d'aller bombarder les camps de réfugiés et de mener des opérations militaires sur le territoire congolais. Et depuis cette période-là, en 1996, on a vu effectivement la naissance de contestations sur le territoire congolais en faisant état du fait que c'était des Congolais, mais on a bien vu que le Rwanda et l'Ouganda étaient derrière cette rébellion. En fait, les autorités rwandaises sont devenues familières des rébellions dans la région, puisque le régime de Kigali est lui-même issu de la rébellion ougandaise. Et donc, ils ont fini par penser que la multiplication des rébellions ou bien la conquête du pouvoir ou la conquête des ressources par les rébellions, par la création et la multiplication des rébellions était une stratégie efficace. Et c'est pour cette raison-là que ce soit l'AFDL qui est né très largement au Rwanda, qui a conquis le pouvoir en 1997 au Zaïre en renversant le président Mobutu, avec à sa tête le bras droit du
président rwandais qui est devenu chef d'état-major de l'armée congolaise avant de retourner au Rwanda, redevenir ministre de la Défense du Rwanda. Donc, ce jeu de va-et-vient sur le territoire congolais, soit à travers des rébellions armées, ce qu'on appelle les rébellions, enfin, c'est une façon agréable de dire les choses. Donc, ces groupes paramilitaires et qui relèvent aussi de l'armée, des armées gouvernementales qui sont entrées au Congo pour soit renverser les régimes congolais et repartir au Rwanda et revenir après pour piller les ressources, c'est une donnée fondamentale et c'est ce que j'appelle des velléités géopolitiques pour balkaniser le Congo. Oui, ok, vous avez raison, effectivement, c'est très intéressant. Vous parlez de l'ambition géopolitique, de l'ambition économique, des acteurs étatiques qui sont pratiquement des parrains, voilà, qui sont derrière les grands groupes armés qui ont pris en otage la sécurité dans cette région. Ici, je fais allusion notamment, effectivement, au discours, à l'extrait du discours du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, la semaine passée, où il dit « Tout observateur de bonne foi reconnaît que cette crise de sécurité aiguë, qui dure depuis plus de 20 ans à l'est de la RDC, est causée principalement par les convoitises que suscitent ces fabuleuses richesses naturelles et les ambitions de puissance de certains de ses voisins. » Fin de citation. Donc, ça rejoint effectivement votre analyse par rapport aux motivations implicites et explicites des parrains des groupes armés, dont l'ambition qui a une connotation géopolitique mais aussi économique. Voilà. Mais quand même, se pose des questions notamment par rapport à la dimension de la gouvernance de la RDC. Il est vrai que la plupart des gens, l'opinion ambiante, en général, souscrivent à la thèse selon laquelle la présence des ressources naturelles attire et attise la conflictuosité. Voilà, donc les mécanismes de captation de ces ressources par des acteurs, en tout cas criminels parfois. Mais de l'autre côté, les gens ont le droit de se poser la question sur laquelle la gouvernance de la RDC dans tout ça. Sinon, si nous sommes d'accord qu'effectivement, les ressources naturelles à l'est de la RDC peuvent attirer et attiser les convoitises par certains acteurs parfois véreux, ou bien on a des ambitions géopolitiques ou économiques, quelle est la posture qui est plus que victimaire de la part de l'État de la RDC vis-à-vis de la situation? Ou bien, en d'autres mots, est-ce que l'État congolais aussi s'y prend bien? Il y a des vautours qui rôdent, qui veulent sauter sur les ressources. Il y a des groupes armés qui ont plusieurs stratégies pour garder la main basse sur les ressources. Quel est l'état de la gouvernance de la RDC ou son rôle, positif ou négatif, par rapport à cet enjeu? Ou bien son état de santé pour pouvoir en tout cas faire face à ces vautours entre guillemets. Écoutez, la situation de la RDC, moi je l'inscris dans une situation globale des pays africains et surtout des pays de l'Afrique centrale de manière générale. C'est-à-dire qu'il y a depuis les années 60, il y a eu la situation des partis uniques que tous ces pays ont connus et où la respiration, moi je n'ai pas la vision, quand on parle des partis uniques en Afrique, je n'ai ni vraiment la vision des Occidentaux qui consiste à dire qu'il faut absolument organiser de l'alternance politique parce que c'est dans l'alternance politique que tout se joue. Je ne suis pas non plus partisan de la vision africaine qui consiste, de certains Africains qui consiste à dire que, eh bien, quand vous avez un patriarche qui est resté très longtemps au pouvoir, c'est mieux de rester avec lui. Non, j'ai une vision entre un peu les deux. Je pense qu'un pays a besoin de respirer, quel qu'il soit. Il y a besoin que les gens ne sont pas éternels sur Terre. Déjà, par principe, personne n'est éternel sur Terre. Donc, il est important qu'il y ait des changements dans des pays, à tous les niveaux, que ce soit au niveau des armées, au niveau politique, au niveau des institutions judiciaires. Il faut que ça respire, il faut que ça change.
Et il faut que ça tourne un tout petit peu. Donc, ces pays ont étouffé beaucoup avec les partis unis. Le problème, c'est que dès la fin de la guerre froide, quand il y a eu des ouvertures démocratiques ou dites démocratiques, eh bien, ceux qui sont venus ou ceux qui venaient après ou ceux qui avaient envie de remplacer les précédents, ils ne se sont pas illustrés non plus par une grande ouverture d'esprit pour rompre effectivement avec le passé. Mais donc, ils ont leurs responsabilités, que ce soit ceux qui étaient là du temps des partis unis, que ceux qui sont venus après, parce que les mêmes structures et les mêmes dispositifs qui ont fait la faiblesse de ces pays-là sont toujours d'ailleurs d'actualité. Pour parler du cas du Rwanda, tout le monde se souvient que le Rwanda qui donne les leçons maintenant à tout le monde en disant, et je vois encore les Occidentaux qui célèbrent le Rwanda de midi à 14 heures en vous disant que c'est le pays en Afrique. Mais tout le monde a oublié qu'en 94, qu'est-ce que le FPR disait? Le FPR a dit à tout le monde, y compris d'abord aux Rwandais, il fallait changer, il fallait rompre avec le système des partis uniques, il fallait rompre avec la privation des libertés, il fallait rompre également avec la gouvernance mono-ethnique. Mais je constate en 28 ans de pouvoir que tous ceux qui ont accompagné l'OFPR, qui n'étaient pas n'étaient nécessairement du même groupe de population, parce que maintenant, aujourd'hui, au Rwanda, la nouvelle sociologie du Rwanda nous fait comprendre qu'il n'y a même plus d'ethnie au Rwanda. Bon, tant mieux s'il n'y a plus d'ethnie, mais on continue de constater que certains sont désignés comme Tutsi et d'autres Hutus. Bon, s'il n'y a plus d'ethnie, je ne sais pas ce que ça signifie, cette distinction. La deuxième chose, c'est que on est à donc, à ce que je sache, les Congolais n'ont jamais traverser la frontière pour aller massacrer les Rwandais Hutus, Tutsis dans leur pays. Au contraire, ils ont accueilli et les Hutus et les Tutsis en RDC. Donc, je ne comprends pas très bien cette forme d'hypocrisie à la fois que les pays occidentaux ont et même les pays africains qui, à travers l'Union africaine, l'Union africaine ne s'est jamais prononcée clairement en dénonçant l'invasion du Congo par le Rwanda et par l'Ouganda, ou en demandant que ces pays soient sanctionnés pour je dirais, leur récidive, parce que ce n'est pas une invasion une fois ou deux fois par inadvertance, mais c'est une invasion permanente, un harcèlement permanent, des viols permanents, des massacres permanents. Donc, quand on se comporte comme ça avec le Congo, j'ai tendance effectivement à penser qu'il est temps que les dirigeants congolais prennent leurs responsabilités, comprennent qu'on ne peut pas jouer avec leur population de cette façon-là pendant 28 ans, parce que ça fait quand même 28 ans que ça dure, et puis aussi de se dire qu'ils ne peuvent pas constamment accepter le diktat ou de l'Union africaine ou des pays occidentaux qui leur disent toujours, écoutez, allez négocier. Pour revenir un peu à l'actualité, un clin d'œil à l'actualité, bon, ce qui s'est passé en Ukraine, mais on a vu tous les pays occidentaux se mobiliser pour demander une intervention en Ukraine, pour aider les Ukrainiens à avoir des armes, etc. Mais pourquoi les Congolais ne mériteraient pas d'être soutenus alors que leurs agresseurs sont identifiés par les Nations Unies, identifiés par les États-Unis, des sénateurs américains ou des membres du Congrès américain dénoncent cette situation depuis des années. Donc, à un moment donné, certes, les Congolais ont leurs responsabilités, mais la communauté internationale et tous ceux qui sont censés nous rappeler les règles de bienséance et de démocratie sont complices un peu de cette situation au Congo. Donc, les Congolais n'ont pas que leurs voisins comme adversaires, ils ont ceux qui soutiennent leurs voisins aussi comme adversaires. Oui, je vous comprends parfaitement, effectivement. Il y a effectivement cette approche-là de deux poids, deux mesures de la communauté internationale vis-à-vis du Congo, mais sur le plan interne du Congo, vous pouvez parler un peu, donc la gouvernance sur le plan, j'allais dire, la gouvernance comme concept analytique, comment est-ce que vous voyez justement la fragilité de l'État congolais par rapport, voilà, par exemple, au fonctionnement de la police, son armée, qui se comporte dans certaines régions du pays
comme des rebelles, piller, faire des viols, au même titre que les rebelles. Bon, certaines accusations de l'armée aussi. Et même la police et le service de douane qui ont basculé dans la corruption généralisée. Parce que quand on analyse la gouvernance sous cet angle-là, on voit qu'effectivement, l'État congolais aussi, sa fragilité offre un terreau sur lequel prolifèrent notamment cette violence armée par d'autres groupes armés, justement commandités par les pays étrangers, d'autres acteurs opportunistes. Comment voyez-vous, justement, jugez-vous cette fragilité de l'État congolaise? Pourquoi il ne faut pas aussi un effort pour nettoyer leur propre maison? Alors, moi, l'expérience que j'ai de la situation du Congo ne me permet pas de parler de cette façon-là. Pourquoi? Et je vais vous démontrer clairement que les dirigeants congolais ont leurs responsabilités. Ça, je vous concède cela. Mais c'est avoir une lecture un peu superficielle si on considère que les dirigeants congolais ne font rien ou que leur police est corrompue. Elle était corrompue sous Mobutu, la police congolaise. L'armée congolaise a été, je dirais, laissée à l'abandon par le régime du maréchal. Il n'y avait que la DSP, c'est-à-dire que quand il y avait des situations militaires très importantes, c'était la division spéciale présidentielle qui était appelée, comme si toute la partie de l'armée de terre, l'armée de l'air ne valait absolument rien. Et donc, ces gens-là, on a vu leur faiblesse, effectivement, à la chute du maréchal Mobutu. Mais pour être très précis sur la question militaire, je dois dire, est-ce que tout le monde a oublié, finalement, que lorsque l'armée congolaise a été décapitée avec l'arrivée de l'AFDL dans ce pays-là? Donc, on a eu quand même à la tête de l'armée congolaise l'ancien chef d'état-major de l'armée rwandaise, qui est devenu ministre de la Défense. C'est lui qui a été chef d'état-major de l'armée congolaise pendant plusieurs années. Et je dirais pas pendant plusieurs années, parce que ils sont arrivés en 97 et Kabila les a chassés en 98. Donc, pendant au moins un an, l'armée, c'était un patron de l'armée rwandaise qui est devenu patron de l'armée congolaise. Et pendant cette période-là, il y a eu beaucoup de Rwandais qui ont infiltré l'armée congolaise. Bon, le président Kabila a été tué. On n'a pas voulu faire la lumière, effectivement, sur les éléments précis qui ont participé à l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Ensuite, celui qu'on nous a dit, on nous a présenté comme étant son fils, Joseph Kabila, lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a jamais nettoyé l'armée congolaise. Il a même fait pire que ça. C'est-à-dire qu'en 2004-2005, quand il y a eu encore des groupes armés, donc un des chefs des groupes armés qui se disait congolais, Laurent Nkunda, a commencé à faire des revendications. Toujours, il y avait toujours les revendications territoriales, à connotation ethnique ou des choses comme ça, eh bien, lequel Laurent Nkunda est maintenant réfugié au Rwanda depuis longtemps et personne ne semble poser des questions. Bon, mais cette période-là, 2004, 2005, 2006, qu'est-ce que l'Union européenne et la communauté internationale ont proposé au Congo? Ils ont demandé qu'il fallait démobiliser, désarmer et intégrer. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une masse de gens, de gens qui étaient des groupes rebelles, qui ont été mixés dans la police, dans l'armée, dont des gens qui venaient du Rwanda ou du Burundi ou je ne sais où, qui ont été mis dans l'armée congolaise. Donc l'armée congolaise, sous Laurent Désiré Kabila, sous Joseph Kabila, n'est truffé que de gens qui viennent de l'extérieur, qui ont été pour certains identifiés comme étant des criminels de guerre. Et donc, ceux qui commettent des crimes ou qui commettent de la violence sont aussi essentiellement ces étrangers qui sont au sein de l'armée congolaise. Donc, mais tout le monde veut imputer à l'armée congolaise des responsabilités. Je ne dis pas qu'elle n'a pas de responsabilités ou que les Congolais qui sont dans l'armée congolaise font très bien leur travail. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que quand on parle de l'armée congolaise, il faut qu'on parle des gens qu'on a intégrés dans cette armée en sachant clairement que ces gens étaient soit des criminels de guerre, soit des gens qui n'avaient rien à faire dans une armée républicaine, dans une armée nationale. Donc,
c'est ce mixage qui a été financé par l'Union européenne en 2006, par les Nations unies. Tout le monde a mis de l'argent dans cette histoire-là. Et personne ne s'est posé la question de savoir, depuis qu'on a fait le mixage de ce qu'on a appelé le DDR au sein de l'armée congolaise, de la police, comment se fait-il qu'on n'a pas de changement? Alors, les Congolais aujourd'hui vous disent tous que leur armée est infestée d'étrangers et personne ne prend ça au sérieux parce que personne ne veut les écouter. Parce que en les écoutant, on va être obligé d'identifier qui sont les gens qui n'ont pas à être dans l'armée congolaise ou dans la police congolaise et on va les identifier, on va être obligé de les sortir de l'armée. Est-ce que cela arrange ceux qui veulent piller le Congo ou ceux qui ont des visions ou des ambitions géopolitiques sur le Congo? Ça, c'est une vraie question. Oui, vous avez raison. Effectivement, le cardinal Fridolin aussi, il a évoqué cette question, notamment du côté de l'Ituri, où il y a des groupes transplantés, donc d'éleveurs rwandais, des réfugiés rwandais qui vivaient en Tanzanie, qui ont été pris et installés dans les zones du Nord Kivu. Et puis, il a dit effectivement que dans notre introduction, nous l'avons entendu, qu'effectivement l'armée congolaise aurait été infiltrée, que justement ça sent la balkanisation, justement parce qu'on y est effectivement. Dernière question par rapport à notre émission, c'est justement ce projet, parfois qui est dans l'air, mais pour lequel on n'a pas de preuves matérielles irréfutables, de preuves juridiques. Ce projet, même votre ami, qui est Dieu son âme, Pierre Payan, a écrit ça dans son livre Carnage. Ce projet du Rwanda, donc que le Rwanda, les autorités rwandaises ont hier et aujourd'hui le projet d'annexer le Kivu. Donc, avant de clôturer notre émission, je voudrais qu'on y revienne effectivement. Vous avez parlé notamment de l'ambition géopolitique, de l'ambition économique. Il paraît, ce sont toujours des suivis, qu'effectivement le Rwanda voudrait se créer un espace vital. Ici, je n'évoque pas le paramètre démographique du Rwanda, avoir notre zone de déversement de la population rwandaise. Pour moi, c'est une hypothèse tout à fait moins pertinente, mais en termes d'espace vital pour surtout des ambitions économiques et aussi pour garder ou s'asseoir une influence géopolitique. Est-ce que vous ne pensez pas que ce projet, même s'il est dans l'air, il n'y a pas de preuve, effectivement, c'est ce qui se dit, est-ce que vous ne pensez pas que ce projet, si les conditions restent égales à elles-mêmes aujourd'hui, si les mêmes acteurs étatiques qui sont derrière les groupes armés gardent le pouvoir politique dans leurs pays respectifs, est-ce que vous ne pensez pas que ce projet pourrait prendre de la forme s'il n'y a aucun changement dans l'équation par rapport au régime politique en place dans ces pays qui sont des parrains de ces groupes armés? Écoutez, moi, je vais vous dire que quand on me dit qu'il n'y a pas de preuve, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Moi, de quelle preuve on veut? Bon, et tout le monde a oublié que l'ancien président du Rwanda, M. Pasteur Bizimungu, avait fait une déclaration publique venant d'un chef d'État sur les ambitions du Rwanda sur le territoire congolais. Et c'était d'ailleurs une déclaration qui était en contradiction, qui contrevenait très clairement à la disposition de l'OUA à l'époque, qui disait que l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation était inviolable. Donc, en faisant cette déclaration, c'était une preuve claire de l'ambition politique du Rwanda sur le territoire congolais. Et ce qui m'a surpris à l'époque, c'est que les autorités congolaises n'ont rien dit. Et ce qui m'a surpris à l'époque également, c'est que l'OUA, qui est l'institution garante de cette loi-là, mais n'a rien dit non plus. Bon, alors, la communauté internationale, n'en parlons pas. Il n'y a personne qui a déclaré, qui a considéré que la déclaration de Pasteur Bizimungu était une agression sur le plan juridique contre le territoire congolais. Bon, deuxième chose, c'est qu'on parle toujours de l'absence de preuves. Mais ça fait des années, ça fait maintenant 28 ans que le Rwanda est présent militairement sur le territoire congolais. Mais de quelles preuves a-t-on besoin? Troisième chose également, quand on constate que les Nations Unies constatent
où la MONUC ou la MONUSCO constate qu'il y a en permanence des incursions militaires venant du Rwanda sur le territoire congolais dans la partie est qui est la partie convoitée, qu'est-ce qui fait que, eh bien, on n'engage pas de procédures judiciaires par rapport à ça? Je rappelle que les Congolais avaient saisi la Cour internationale de justice pour poursuivre l'Ouganda et le Rwanda. Oui. La Cour avait condamné l'Ouganda, mais c'était plus pour des questions de massacre, mais pas sur la question territoriale. Mais si on a reconnu que l'Ouganda avait commis des infractions au Congo, si le volet territorial était abordé, je pense qu'il y aurait un débat. En tout cas, le Congo aurait permis qu'il y ait un débat de fond sur la réalité de la preuve justifiant la volonté du Rwanda de balkaniser le pays. Donc, c'est aux autorités rwandaises, aux autorités congolaises, pardon, de prendre une initiative de façon intelligente pour que, effectivement, la question de la preuve de la volonté de balkanisation du Rwanda soit posée très ouvertement. Et donc, je pense que pour l'instant, tout le monde voit, les Congolais ne sont pas dupes. Quand vous chassez les populations de l'Est et que vous installez d'autres populations qui ne sont pas originaires de cette région, ben, je ne sais pas de quelles preuves on a besoin pour pouvoir constater qu'il y a une volonté d'occuper le pays. Quand vous massacrez la majorité de la population d'une région, je ne sais pas, pour que cet espace soit libre d'habitants, pour qu'on nous dise qu'en fait, c'est une terra nulla, il n'y a personne à cet endroit, donc on peut s'y installer et faire des investissements. Donc, il y a suffisamment, à mon avis, d'éléments matériels sur la table qui peuvent justifier, expliquer les ambitions politiques du Rwanda sur le territoire congolais. Voilà. Maintenant, raisonnons en termes, j'allais dire, de prospective. Comme dernière question, effectivement, quelles sont les réformes ou les changements politiques majeurs qui peuvent justement inverser la tendance et faire échouer ce projet, cette ambition d'annexer les Kivu? Est-ce que, voilà, dans le chef, par exemple, des grands acteurs, même étatiques, qu'est-ce qui devrait changer dans le dispositif actuel, que ce soit les grands seigneurs de guerre, que ce soit leurs alliés, en tout cas, soit au Rwanda, soit en Ouganda, soit au Congo, soit les grands alliés internationaux. Qu'est-ce qu'il doit changer dans l'équation pour que justement ce plan soit déjoué? Je pense d'abord qu'il faut poser le problème. Je pense d'abord qu'il faut clairement poser le problème parce que on a vu au Congo, que ce soit le cardinal Ambongo que vous évoquiez tout à l'heure, M. Fayoulou, le docteur Mukwege, il y a un certain nombre de personnalités politiques congolaises, de personnalités politiques congolaises qui ont posé la question de la balkanisation. Mais donc, on les écoute d'une oreille, ça rentre, ça sort de l'autre côté, on fait comme si on n'entend pas. Donc, il leur appartient aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de juristes au Congo, je sais qu'il y a des juristes congolais qui posent aujourd'hui très clairement la question de la nationalité d'un certain nombre de citoyens qui se disent congolais, qui sont sur leur territoire. Il y a la question de l'accès à la nationalité congolaise qui est aujourd'hui l'objet d'un débat au niveau des juristes congolais qui sont assez courageux quand même sur cette question, même si le Parlement congolais lui avait déjà posé cette question en 1996. Donc, je pense que les dirigeants congolais ne doivent pas continuer à être frileux. Ils doivent pas, les dirigeants congolais ne doivent pas être frileux, les responsables politiques congolais ne doivent pas être frileux. Ils sont aujourd'hui le pays le plus agressé du continent africain. C'est lui qui est le plus harcelé et qui détient le record des victimes en termes de massacres, de viols, de paupérisation et de clochardisation. Donc, ils doivent mettre sur la table les éléments matériels qui justifie aujourd'hui la situation dans laquelle l'Est du Congo se trouve, de manière clairement à ce qu'on aborde la question de la balkanisation
que ce ne soit plus de laisser faire passer des gens pour des illuminés qui disent des choses qui n'existent pas. Poser d'abord cette question-là de façon officielle et ensuite permettre que les juristes congolais, les sociologues, travaillent de façon sérieuse, parce qu'il y a déjà eu un travail qui a été fait avant, même si ceux qui ont envie de balkaniser le Congo ont détruit une partie des archives par la guerre de 97 et bien entendu les incursions de 98. On détruit beaucoup d'archives au Congo, mais il faut aujourd'hui que les associations des droits de l'homme au Congo, les juristes et les personnalités politiques travaillent de manière à saisir les instances qui méritent d'être saisies pour cela, pour que les choses bougent. Si on attend d'abord de créer des institutions pour faire ça, eh bien, les Congolais risquent de perdre leur pays parce que ceux qui ont ces ambitions-là mettent le Congo devant une situation de perte, c'est-à-dire une occupation effective. Et dans le cas d'une occupation effective, vous devez négocier. Donc, il faut éviter de se retrouver complètement dans cette situation-là pour effectivement poser la question de la balkanisation de façon officielle. Et je pense que les gens seront obligés de débattre de ça. Voilà, je vous comprends bien, effectivement. Maintenant, je ne me mets pas du côté de qui sont sceptiques par rapport à l'annexion possible du Kivu. Effectivement, comme vous venez de le dire, la situation est complexe, mais c'est aux Congolais. Je pense que vous l'avez même, mentionné dans d'autres débats sur d'autres chaînes. C'est aux Congolais de mener cette bataille. Il revient aux Congolais, à l'État congolais de mener la bataille, de médiatiser la question, retrouver sa souveraineté, que ce soit par rapport au contrôle des minerais, mais aussi retrouver et réaffirmer et exercer son autorité sur des territoires et des localités qui sont la bastion des groupes armés et des milices. Alors, si vous avez notre point de vue, j'allais dire par lequel on peut terminer l'émission, vous avez la parole pendant une minute. Oui, non, je voudrais dire qu'il y a énormément de pression. Je le sais depuis plus d'une vingtaine d'années. Il y a beaucoup de pression sur les autorités congolaises, sur les dirigeants politiques congolais. Un dirigeant politique congolais qui parle de balkanisation ou qui parle du rôle du Rwanda ou de l'Ouganda au Congo, on lui dit vous risquez de ne pas devenir président ou vous risquez de ne pas aller très loin, mettez la question du Rwanda de côté et puis les choses vont évoluer positivement pour vous. Donc ce chantage, en quelque sorte, vis-à-vis des dirigeants politiques congolais doit cesser. Et puis les dirigeants politiques congolais doivent cesser de se mettre en situation d'infériorité que ce soit intellectuel ou politique ou géopolitique, face à tous ces gens qui font pression sur eux. S'ils viennent au Congo, c'est parce qu'ils ont de bonnes raisons de venir au Congo. S'ils font pression sur les Congolais, parce qu'ils ont des intérêts à vouloir préserver dans ce pays et parce qu'ils veulent que ce pays-là soit dans le chaos et dans le désordre. Donc, c'est aux dirigeants politiques congolais d'en prendre conscience. Les populations congolaises en sont suffisamment conscientes. Et elles se battent depuis plusieurs années. Maintenant, s'il n'y avait pas les populations congolaises, eh bien, le pays serait déjà parti. Hein. Donc, je pense que les dirigeants congolais doivent être en phase avec leur opinion publique pour que, effectivement, les choses bougent, que les lignes bougent et que ceux qui n'ont que du mépris pour le Congo et pour les Congolais, eh bien, sachent qu'ils ont quand même affaire à des gens qui pensent et qui agissent. Vous savez, il y a un proverbe en Afrique qui dit que quand vous marchez avec un aveugle, de temps en temps, il faut lui écraser l'orteil pour qu'il sache qu'il ne marche pas tout seul. Ok, c'est bien dit. Je dois vous remercier par rapport à votre sagesse par laquelle vous terminez votre intervention, mais surtout par rapport à votre disponibilité. On sait que votre temps est très précieux. Vous avez en fait décrypté la situation, mais aussi proposé des balises, afin que le Congo ne puisse pas, être grillé ou mangé entre guillemets par les acteurs qui pullulent sur son territoire et les vautours qui sont parmi ses voisins. Pas tous, à l'État congolais, à la population congolaise, de cesser d'être frileux. À l'État congolais, aux citoyens congolais aussi de poser clairement le problème de possible annexion ou d'ambition d'annexer le Kivu. Voilà. À eux aussi de prendre, à bras le corps le problème. Ils en ont les ressources, ils ont les moyens, ils peuvent le faire, mais il ne faut pas terminer sans avoir une pensée particulière
aux familles endeuillées par la violence armée. Voilà, c'est beaucoup trop de vies fauchées dans cette région. Et surtout, au vu de la situation qui perdure, nous devons dire que les citoyens congolais méritent mieux. Alors, à vous tous qui nous avez suivis dans cette émission, remercions d'abord notre invité et nous disons à la prochaine. Merci beaucoup.